Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Alliance israélite universelle. Je m'appelle Dvorah Serao et je suis directrice générale de l'Alliance. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à Madame Ingrid Kemoun, membre élue du bureau de l'Alliance, présidente de la commission bibliothèque. Merci également aux membres de la commission bibliothèque qui l'accompagnent et à Monsieur Eric Sadoun et son épouse, Monsieur Sadoun, trésorier de l'Alliance. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir nous sommes réunis autour d'un objet qui n'est pas seulement un manuscrit. C'est une présence, une voix traversant les siècles pour nous dire « nous étions là ». Le Marzor Vitry, composé au XIe siècle par Rabbi Shimon ben Shmuel de Vitry, disciple du grand Rashi de Troyes, un recueil de prières, de liturgie, de poésie sacrée. J'ose à peine lui donner le dos dans la situation où je suis, née sur la terre de Champagne, dans une communauté juive vivante, créatrice, enracinée. Une communauté qui ne se contentait pas de survivre, mais qui pensait, enseignait, chantait et bâtissait. Nous avons décidé donc ce soir, en votre présence, puisqu'il nous quittera très bientôt, de prêter ce trésor à la ville de Troyes pour l'exposition consacrée au comte de Champagne. C'est la raison pour laquelle il fait un passage ici au 6 bis rue Michel-Ange. Ce geste n'est pas anodin. Il est le signe d'une conviction profonde que le patrimoine juif est un patrimoine français. Il appartient à l'histoire commune de ce pays et il mérite d'y figurer en pleine lumière. Car c'est là un point sur lequel je souhaite insister ce soir avec force. Lorsqu'on parle des Juifs en France, le récit bascule trop souvent, trop vite, vers la persécution, l'exclusion, la tragédie. Et ces pages sombres, nous ne les effaçons pas, nous les portons. Mais elles ne peuvent pas être le seul chapitre de notre histoire. Avant les expulsions, avant les bûchers, avant toutes les violences que l'histoire a infligées aux communautés juives de France, il y avait des hommes et des femmes qui vivaient, qui créaient, qui débattaient, qui enseignaient. Des érudits qui commentaient les textes sacrés à quelques rues des cathédrales en construction. Des marchands qui sillonnaient les routes de Champagne. Des poètes qui composaient en hébreu dans des villes dont les noms résonnent encore aujourd'hui, Troyes, Sens, Paris, Provins. Le Marzor Vitry est l'un des témoins les plus précieux de cette présence, pas une présence de victime, une présence de bâtisseur. Rachi lui-même, dont Troyes garde si fièrement la mémoire, n'est pas seulement le grand commentateur que l'on étudie encore dans les yeshivotes du monde entier, il est aussi un habitant de Troyes, un vigneron champenois, un homme de ce territoire. Son œuvre est inséparable de la terre où elle est née. Le folklore raconte que le soir du Seder, c'est bien sûr du champagne que Rachi faisait les 4 coupes de vin, la bénédiction sur les 4 coupes de vin. Offrir au public de cette exposition la chance de voir le Marzor Vitry, c'est donc bien plus qu'offrir un beau manuscrit, présenter un beau manuscrit. C'est restituer à la mémoire collective un fragment d'histoire trop souvent ignoré ou marginalisé. Celle des Juifs qui ont contribué de plein pied à l'essor intellectuel et culturel de la France médiévale. L'Alliance, fidèle à sa vocation depuis 1860, transmettre, éduquer, préserver, est fière d'être le gardien de ce manuscrit et d'en permettre le partage. Et c'est précisément dans cet esprit de transmission que je souhaite, en terminant, vous présenter celle qui en sera désormais la gardienne au quotidien. Laure Politis a pris officiellement ses fonctions en novembre et c'est ce soir qu'elle est intronisée devant vous. Elle a pris ses fonctions en tant que directrice de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, bibliothèque qui est l'une des plus grandes bibliothèques juives au monde. Elle conserve des manuscrits, des archives, des documents, qui sont autant de jalons de la mémoire juive à travers les âges et les continents. La confier à Laure Politis, c'est la confier à quelqu'un dont la compétence, la rigueur et la passion pour ce patrimoine sont à la hauteur de la responsabilité. Laure, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces nouvelles fonctions avec la certitude que sous votre direction, cette bibliothèque continuera d'être ce qu'elle a toujours été, un lieu vivant, ouvert, au service de la mémoire et de la connaissance. Mesdames et messieurs, ce soir, le Marzor Vitry quitte momentanément nos rayons pour aller à la rencontre du public de Troyes, qu'il leur rappelle que l'histoire de France est aussi, depuis toujours, une histoire juive. Laure Politis. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l'Alliance israélite universelle pour cette conférence consacrée à un manuscrit exceptionnel conservé dans nos collections,
donc ce fameux Marzor Vitry. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Votre présence témoigne de l'intérêt que suscitent les manuscrits, l'histoire et plus largement le patrimoine intellectuel, spirituel du judaïsme. Pour moi, cette soirée est également un moment important car elle s'inscrit dans une nouvelle étape de la vie de la bibliothèque et des archives de l'Alliance israélite universelle, dont j'ai récemment pris la direction, comme l'a dit Madame Serrao. La bibliothèque et les archives de l'Alliance israélite universelle conservent un patrimoine documentaire d'une richesse exceptionnelle, effectivement. Il s'agit du plus important patrimoine juif d'Europe, avec des manuscrits hébraïques datant du Moyen-Âge, les fragments de la Guéniza du Caire, mais aussi des livres rares et des périodiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui ont été acquis au fil du temps. À ces collections s'ajoutent les archives institutionnelles de l'Alliance israélite universelle, qui témoignent non seulement de l'histoire de l'Alliance israélite universelle depuis sa fondation en 1860, mais elles éclairent aussi une part essentielle de l'histoire juive de France et celle de nombreux pays dans le monde et particulièrement du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs pour la bibliothèque et les archives de l'Alliance israélite universelle est de mieux faire connaître ce patrimoine et de le rendre accessible. C'est pourquoi nous avons engagé une réflexion et un travail de transformation qui vise à moderniser les outils de la bibliothèque et des archives et à développer la numérisation des collections afin de faciliter l'accès aux documents pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants, mais aussi pour le grand public à travers le monde entier. Cette dynamique passe également par le développement de partenariats avec des institutions patrimoniales et scientifiques en France et à l'international, afin de mieux valoriser les collections et d'inscrire la bibliothèque et les archives de l'Alliance dans les grands réseaux de recherche et de coopération. C'est dans cet esprit que nous souhaitons aussi proposer davantage de rencontres, de conférences et d'événements autour de nos fonds documentaires exceptionnels. Prochainement, vous recevrez des invitations pour ces nouvelles manifestations. Alors, la soirée de ce soir est un exemple. Parmi les trésors conservés à l'Alliance, certains documents nous permettent de remonter très loin dans l'histoire du judaïsme européen. C'est donc le cas de ce manuscrit, comme l'a dit Madame Serrao, que nous avons choisi de mettre à l'honneur ce soir. Le Marzor Vitry est l'un des témoignages les plus précieux de la vie religieuse et intellectuelle juive dans la France médiévale. Rédigé à la fin du XIe siècle par Simcha ben Samuel de Vitry, grand disciple du commentateur Rashi, il constitue une source majeure pour comprendre le rite juif qui était pratiqué dans le nord de la France au Moyen Âge. Il s'agit d'un manuscrit rare et précieux qui témoigne à la fois de la richesse intellectuelle des communautés juives médiévales et de la transmission de leur tradition liturgique. Cette soirée est aussi l'occasion de souligner que ce manuscrit, comme l'a dit Madame Serrao, va être présenté à Troyes dans le cadre d'une exposition qui va être présentée au musée de Troyes, l'Hôtel-Dieu Le Comte. Je vous donne le nom de cette exposition. Si vous avez l'occasion d'aller à Troyes, n'hésitez pas d'y aller à partir du mois de... il me semble que c'est entre le mois de mai et le mois de septembre 2027 qu'aura lieu cette exposition. Donc, elle s'appelle « Passe avant le meilleur, la Champagne au temps des contes ».
Donc ce n'est pas une exposition consacrée uniquement à l'histoire juive, mais ça va bien au-delà. Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir le mettre à l'honneur ce soir, avant son départ pour cette exposition. Je voudrais également remercier chaleureusement le Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous a prêté le matériel nécessaire pour présenter et préserver ce manuscrit dans les meilleures conditions ce soir. Donc, comme vous le voyez, cette boîte magique nous a été livrée par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci encore, Claire Decombe. J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Judith Kogel, directrice de recherche de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, l'IRHT-CNRS, qui est spécialiste de la liturgie médiévale et des manuscrits hébraïques et qui va nous faire découvrir l'histoire, le contenu et l'importance de ce Marzor Vitry. Alors Judith, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir et je vous souhaite à tous et à tous une très belle conférence. Bonsoir, merci beaucoup pour vos paroles de bienvenue. Donc, vous l'avez tous entendu, la bibliothèque de l'Alliance est une bibliothèque très riche qui conserve des trésors et notamment des manuscrits rares. Et le Marzor Vitry en fait partie. Alors, ce Marzor Vitry, on vient de vous le dire, a été composé à la fin du XIe siècle. Ce manuscrit est un peu plus tardif, j'y reviendrai. 13 copies du Marzor Vitry nous sont parvenues, ce qui n'est pas énorme, parce qu'il semble avoir été très bien diffusé. On verra une citation de Rabbeinu Tam qui en parle. Et donc, parmi ces 13 copies de manuscrits, il y a ce fameux manuscrit Alliance israélite universelle 133H. C'est la cote du manuscrit. Donc, il a été daté de la fin du XIIIe siècle, et je voudrais juste en profiter pour dire que nous ne savons pas comment l'Alliance a acquis ce manuscrit, nous ne le savons pas encore. Et donc, on va rechercher dans les fonds. J'en parlais tout à l'heure avec plusieurs personnes ici présentes et Ariel Danan, dont la grand-mère Colette Sirat avait écrit un de ses premiers articles sur le Marzor Vitry en 1965. Donc, l'Alliance possède ce manuscrit depuis un certain temps, mais en tout cas avant 1965. Donc, cette présentation comportera 3 parties. Un bref rappel de l'histoire de Vitry et les rares informations que nous avons concernant l'auteur, ce qu'est un Marzor Vitry et la découverte du manuscrit lui-même. Nous feuilletterons ensemble le manuscrit pour repérer certaines choses intéressantes. Voilà. Donc, Vitry, il s'agit de Vitry le Brûlé, parce que Vitry le François, Vitry le Brûlé ou Vitry en Pertois, parce que Vitry le François a été fondé bien plus tard par François Ier en 1545, justement à côté de Vitry en Pertois. C'est une ville du département de la Marne, dans le nord de la France. Et là, vous voyez une carte où vous pouvez voir le comté de Champagne, à peu près au XIIe siècle. Et j'arrive tout de suite à une autre carte avec les implantations juives, la présence juive en Champagne jusqu'en 1200. Alors, vous avez 2 couleurs pour les villes. Les plus foncées, c'était une présence entre le XIe et le XIIe siècle, et les plus claires à partir du XIIe siècle. Alors donc, vous voyez Vitry, que j'ai entouré d'un cercle. Vitry est sur une route romaine. La graphiste de l'IRHT a eu la gentillesse de reprendre cette carte et de rajouter les routes romaines pour que l'on comprenne bien que les familles juives, et je dis bien familles juives, qui s'étaient installées en Champagne, s'étaient installées le long des voies romaines. Ils n'allaient pas s'installer
en pleine campagne, hors des voies romaines, mais le long des voies romaines. Et c'est pour ça qu'un lieu aussi petit que Ramrupt, là que je vous montre, qui est un village aujourd'hui de 700 habitants, qui n'a jamais certainement comporté davantage d'habitants, et plutôt moins, mais ils se sont installés là parce que tout simplement, Ramrupt était sur une voie romaine, pas loin de Troyes, peut-être que le climat était plus agréable qu'à Troyes, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous savons que Ramrupt et Dampierre, qui est situé juste au-dessus, étaient des villages dans lesquels les familles juives s'étaient installées. Alors pourquoi je dis familles juives ? Parce qu'au départ, au cours du Xe, XIe siècle, les Juifs qui s'étaient installés dans ces localités étaient au mieux des familles élargies, à part dans les villes un peu plus importantes, mais en général, c'était des familles élargies qui avaient juste la possibilité d'avoir un minyan pour les prières, mais il y avait guère plus de personnes. On pouvait avoir une ou deux familles élargies. Alors élargies, ça veut dire peut-être frères, sœurs, cousins, et peut-être aussi des domestiques, qui s'installaient donc dans ces villages. Qu'est-ce qu'on sait de Vitry en Perthois ? Pas grand-chose. On a quelques informations qui datent d'une époque plus tardive. On sait que Louis VII a pillé la ville en 1142 et il aurait épargné les Juifs. Alors tout ça, on n'a des fois qu'une seule source et pas moyen de croiser les informations, donc il est difficile d'être absolument sûr des faits et de ces événements. Il aurait épargné les Juifs qui donc auraient constitué pendant un laps de temps très court la majorité de la population. En revanche, il existe dans le Trésor des Chartes une liste qui a été publiée par Luce en 1881, je crois, ou 82, dans le deuxième tome de la Revue des études juives. Donc, dans cette liste, on a la liste de prêteurs, d'emprunteurs juifs vers 1300, ce qui est beaucoup plus tardif. On a une autre information qui est plus lacrymale, qui provient du livre de Yosef HaKohen, Emek HaBacha, dans lequel il raconte que les Juifs ont été accusés d'avoir empoisonné les puits avec des lépreux. C'était avant la peste, 1348 c'était la peste. Là on est en 1321 et il y aurait eu un massacre qui aurait suivi et beaucoup de Juifs auraient été donc tués. De toute façon, il faut savoir qu'à partir de 1306, la première grande expulsion de Philippe le Bel, beaucoup de Juifs sont partis de Champagne et peu sont revenus jusqu'en 1394, qui a été la grande expulsion qui a fait partir en fait toute la communauté juive dans les pays voisins. Donc, on a conservé quelques noms de savants qui habitaient Vitry, un nom d'un poète, un poète liturgique, Asher Halevi, mais surtout le nom de Simcha ben Samuel de Vitry, l'auteur du Marzor Vitry. Alors Simcha était un élève brillant, voire un jeune collègue de Rachi. En fait, on pense qu'il est mort à peu près avant 1105. Rachi, les dates de Rachi, c'est 1040, 1105. Et donc, on ne sait pas très bien si Simcha ben Samuel est mort avant ou après Rachi, mais il est mort en 1105, la même année. Et je voulais juste vous montrer également les relations familiales entre Simcha de Vitry, qui est à droite, là, et Rachi. Donc, Simcha de Vitry a eu un fils qui s'appelait Samuel de Vitry, lui-même s'appelait Simcha ben Samuel, donc c'était des noms qui passaient de génération en génération. Et donc, son fils Samuel s'est marié avec Myriam, qui est la fille de
Yochevet et de Rabbi Meir, et qui est la sœur de Rabbeinu Tam, la sœur de Rashbam. D'accord ? Donc, en fait, c'est une relation familiale, une relation très proche. Ah oui. Alors, comme son collègue Shemaya, qui était aussi un élève très connu de Rashi, il y a certaines remarques dans des manuscrits de Rashi où on voit Shemaya ajoute, c'était un élève de Rashi, et Simcha ben Samuel, un autre élève. Mais Shemaya était plus jeune. Et donc, il a classé les décisions halachiques de Rashi. Ce que précise Rabbeinu Tam, et là je vous donne la citation de Rabbeinu Tam, c'est écrit dans le Marzor que l'éminent, le remarquable, je ne savais pas trop comment le traduire, on a le mot nadiv qui aujourd'hui veut dire généreux, mais ici il s'agit de quelqu'un d'éminent, de remarquable, Rabbi Simcha compilé, qui comprend les commentaires de la plupart des sujets du Seder Rav Amram, j'ai rajouté Gaon, des halachot gedolot, de notre maître Salomon et d'autres géonymes. Et il est disponible, umatsui hu berov mekomot, il est disponible dans la plupart des localités. Ça veut dire que cet ouvrage, Marzor Vitry, qui comprenait donc des lois sur des sujets que nous allons voir liés à la liturgie, mais aussi au-delà, a été diffusé très rapidement et toutes les communautés, les petites communautés ou toutes les familles qui étaient installées dans les différentes localités en possédaient un exemplaire. Il est clair que Rabbeinu Tam a Rabbi Simcha ben Samuel en très haute estime, puisqu'il dit l'éminent, le remarquable. Donc on se rend bien compte ici que on a un texte qui émane de l'école de Rashi et qui est très important. Alors il y a eu d'autres textes avec des halachot, des lois, qui ont été compilés par des élèves ou des disciples, ou les enfants des disciples, ou les disciples des disciples de Rashi. Il y en a plusieurs. Le Marzor Vitry en est un exemple. Et il est un exemple remarquable parce qu'il comporte également les prières, ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, souvent, ont été des livrets. On pense que Rashi diffusait sous forme de cahiers ces halachot, enfin les élèves les copiaient comme sur des petits cahiers. Alors quand on parle de cahiers, je vais vous faire une petite démonstration. Quand on parle de cahiers, en fait là, ce que vous avez, c'est un bifeuillet, si je puis dire. Je le plie en deux et j'ai un cahier. Un manuscrit et même un livre aujourd'hui est formé de cahiers. Le manuscrit Marzor Vitry est formé d'un certain nombre de cahiers. Et pour la description, je vous renvoie à l'article de Colette Sirat, qui est très complet. Donc, Rashi enseignait, ses élèves copiaient, compilaient ses enseignements et les diffusaient. Alors donc, ce Marzor Vitry. D'abord, les sources. Je vous donne les sources, j'avais oublié de les mentionner. Celles qui sont mentionnées dans la citation de Rabbeinu Tam. On a les halachot gedolot de Simon Kayara du IXe siècle, qui était un texte halachique avec donc les règles de la vie juive, mais un petit texte. Ensuite, on a le Seder Amram Gaon, pareil, qui était beaucoup plus connu, et le Sidour de Saadia Gaon. Tous ces ouvrages n'ont pas été compilés, n'ont pas été rédigés en France, en Champagne, mais ailleurs, là où les communautés étaient installées auparavant, en Babylonie. D'accord ? C'était, là vous avez des géonymes qui étaient dans les académies babyloniennes. Il y a eu
transfert, il y a eu une émigration vers l'Europe, vers l'Espagne, mais vers la Champagne, vers la France également. Et on ne sait pas très bien s'ils remontaient, s'ils arrivaient dans le sud et remontaient les voies romaines. Rien n'est clair, on n'a pas d'informations à ce sujet. Mais en tout cas, les autorités halachiques, il y a eu un déplacement des autorités halachiques de Babylonie vers l'Europe. D'abord en Rhénanie avec Rabbeinu Gershom et ses disciples. Donc on a les 3 villes de Spire, Worms et Mayence. Et ensuite en Champagne, où Rachi, en fait, a pris la suite des académies, enfin des autorités halachiques de Rhénanie. C'est Rachi qui est devenu la figure phare. Ça a duré, en fait, la Champagne donc était devenue le lieu de l'autorité rabbinique pour tout le monde ashkénaze, jusqu'au décès de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachi. Après Rabbeinu Tam, c'est reparti en Rhénanie, mais ça correspond également à l'expulsion, plus ou moins la première expulsion des Juifs, puisque Rabbeinu Tam est mort à la fin du XIIIe siècle. Donc, le Marzor Vitry, je vous l'ai dit tout à l'heure, comporte la liturgie et comporte les halachot, c'est-à-dire les règles. Il appartient donc à un genre littéraire qui n'a rien à voir avec ce que nous définissons, ce que nous appelons aujourd'hui un Marzor. Nous appelons aujourd'hui un Marzor un livre de prières qui contient les prières officielles pour les différentes fêtes. Et on a même un Marzor par fête, en général. Au Moyen-Âge, il y avait également des Marzorim. Mais c'était des livres de prières, souvent de grand format, qui restaient conservés à la synagogue, qui étaient utilisés par l'officiant. Alors des beaux livres, hein, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir des grands Marzorim décorés avec des couleurs. Le Marzor de Nuremberg, par exemple. Et ces Marzorim étaient parfois en 1 volume, mais la plupart du temps en 2 volumes. Dans le premier volume, on avait les prières des 4 Shabbatot spéciaux, plus Purim, Pessah et Shavuot. Et dans le deuxième, on avait donc les prières des fêtes d'automne, si je puis dire. Donc il y avait le Marzor du printemps et le Marzor d'automne. Le Marzor Vitry, je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir. Il contient la liturgie, et d'ailleurs, ce Marzor Vitry contient à peine la liturgie des fêtes, mais en plus de la liturgie, il contient donc les halachot, les règles du Shabbat, par exemple. On verra un exemple tout à l'heure. Et il contient également des commentaires des prières. On en verra des exemples un peu plus tard. Alors, écoutez, puisque j'ai mis cette diapositive, alors je vous la laisse voir, hein, c'était celle qui figurait également sur les invitations, c'est ça. Donc vous voyez, le Marzor n'a pas de couleur. Il est entièrement écrit dans une encre brune, mais toute la décoration est faite grâce à la différence de modules des caractères. Vous avez des gros modules, des moyens, des plus petits, grâce à la disposition. Et en fait, quand on regarde, quand un copiste s'apprêtait à copier un Marzor Vitry ou n'importe quel autre texte, mais qu'il voulait faire un objet, un bel objet, il s'attachait à ce que la double page soit élégante, souvent symétrique. Et c'est ce que vous avez là. Et c'est vrai, vous verrez au fur et à mesure qu'on a la même chose dans d'autres cas. Alors, maintenant, je vais passer... Donc, quand même rapidement, donc, je vous ai dit qu'on avait 13 manuscrits de Marzor Vitry qui nous sont parvenus. On peut plus ou moins les dater. Comment est-ce qu'on les date ? Un certain nombre comporte un calendrier à la fin
du Marzor Vitry. Donc, on a souvent une trentaine d'années, et donc ça permet de dater approximativement l'ouvrage. Il a été copié un petit peu avant ou pendant, au début, certainement pas à la fin des 30 dernières années, ça c'est sûr, mais ça c'est une possibilité. Parfois, on a de la chance, mais c'est rare, d'avoir une date dans le manuscrit. C'est le cas d'un manuscrit qui est le plus ancien, le Marzor Vitry, qui est daté de 1123, 1124. Voilà. Donc ça, c'est le plus ancien, mais ce n'est pas notre Marzor Vitry. Le Marzor Vitry de l'Alliance, en fait, on a des citations d'un texte qui s'appelle, le texte, le livre, c'est un livre de préceptes, le petit livre des préceptes, Sefer Mitzvot Katan, de Isaac de Corbeil, pardon, et il a été terminé en 1277. Donc à partir du moment où nous avons des citations de ce texte, nous savons qu'il n'a pas pu être copié avant 1277. Mais il est fort probable, et on pense, en fonction de la calligraphie, des lettres et autres, qu'il a été copié avant la fin du XIIIe siècle. Alors, juste une anecdote. Quand à l'IRHT, j'ai des collègues qui travaillent sur les manuscrits latins. C'est la plupart de mes collègues, d'ailleurs. Et quand je leur demande, à votre avis, est-ce qu'on peut dater ce manuscrit ? Mes collègues regardent et me disent fin du XIIIe. Parce qu'il y a un travail sur les pleins et les déliés qui est d'abord une écriture gothique, mais je vous montrerai d'un petit peu plus près ce qu'il en est. Mais il y a d'abord la gothisation de l'écriture, mais aussi un travail sur les pleins et les déliés qui est comparable à ce qui se passe dans le monde latin. Et je vous montrerai aussi en fin de présentation la comparaison avec des mises en page de manuscrits latins qui sont tout à fait ressemblantes, et on comprend bien que les copistes parlaient entre eux et ne restaient pas dans leur coin. Donc, je vais commencer avec le manuscrit donc, directement, là. Ça, c'est la première. Le manuscrit comporte 150 folios. Un folio, c'est un feuillet, donc vous multipliez par 2 pour avoir le nombre de pages. Il manque le début, il manque la fin. Les dimensions, alors je peux vous les donner, mais quand on le voit, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est 220 cm de haut sur 140 de large. Mais vous le voyez là, il n'est pas bien grand, c'est un petit ouvrage. Millimètres, oui, je m'excuse. Oui, merci, Rana. Alors, un manuscrit, donc, est formé de cahiers, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, comment est-ce que l'on fait pour être sûr que le relieur ne va pas se tromper lorsqu'il va relier tous les cahiers ensemble ? Regardez, tout en bas, vous avez une réclame, ça s'appelle une réclame. Ce sont les premiers mots du feuillet ici. D'accord ? Donc ça, c'est pour permettre au relieur de ne pas se tromper lorsqu'il relit donc, le manuscrit. Donc le texte est disposé en 2 colonnes, vous le voyez. Le nombre de lignes écrites est constant, 19 lignes, toujours. Il y a ce que vous ne pouvez pas voir, parce que je n'ai pas trouvé de feuillet qui soit assez clair. Il y a une réglure qui a été faite à la mine de plomb. Il y avait 2 types de réglures, mais elle a été faite à la mine de plomb et elle s'est effacée, ce qui permet aux copistes d'écrire de façon régulière. Alors, il y a des lignes horizontales et il y a des lignes verticales qu'on appelle les rectrices, qui permettent également de séparer lorsque l'on a des commentaires dans la marge. L'encre est brune,
Celle des voyelles paraît légèrement plus claire, mais c'est tout simplement parce qu'il y a moins d'encre et ça paraît plus clair au bout d'un certain nombre d'années. L'écriture, donc, est de style gothique. Alors, c'est bien plus clair sur la page de gauche. Alors, une écriture gothique, quand vous parlez d'écriture latine, ce sont des jambages, des jambages, des jambages. Là, on a exactement la même chose. Et si vous n'avez pas l'œil exercé, vous ne pouvez pas, ou vous avez de grosses difficultés à déchiffrer ce qui est écrit. Alors, je vais agrandir. Donc, on a en haut « Veze seder trinot mikol hashana ». Encore là, c'est à peu près lisible. Mais mi Rosh Chodesh Nissan, à partir du 1er Nissan, de Rosh Chodesh Nissan, tout est attaché. En plus, vous avez l'impression qu'il y a une ligne comme ça au milieu des lettres qui va du début de la ligne à la fin de la ligne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une écriture gothique. Là, vous avez également en haut une écriture gothique. C'est une citation du Sefer Mitzvot Katan, le petit livre des préceptes d'Isaac de Corbeil. Et là, vous avez quelque chose d'un petit peu curieux, mais on va en reparler tout de suite. Vous avez remarqué que finalement, le copiste écrivait de façon régulière. Et pourtant, Word n'était pas là pour faire la justification. Comment est-ce qu'il faisait ? Il avait différentes techniques. Une des techniques est très claire ici, et il l'utilise parce qu'il veut écrire sur chaque ligne un verset complet ou un vers complet. Il termine à la verticale. Dernier mot, à la verticale. Mais parce qu'on a affaire à un poème liturgique. Donc, il ne veut pas commencer la ligne suivante. Il faut terminer sur la même ligne. Alors, on a quand même quelques informations sur le devenir du manuscrit. Imaginez-vous que... Alors, je vais agrandir, voilà. Vous avez ici le Ola Mirtov Adam Shmo al Sifro. L'homme doit écrire son nom sur son livre, et donc on a le nom du propriétaire, du possesseur du manuscrit, Samuel ben Jacob de Noyon, qui a consigné son arbre généalogique. Beni Yaakov Nolad, mon fils Jacob est né. Et il est né quand ? Il est né Kouf Samach Aleph en 1401. Donc on sait que le propriétaire, le possesseur du manuscrit se trouvait en 1401. Et où ça ? À Venise, à Padoue, en Italie. On est après l'expulsion de 1394 et le possesseur du manuscrit, ou son fils, habitait déjà en Italie et donc on sait que le manuscrit était en Italie à cette époque-là. Malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus. Il y a d'autres mentions qui ne sont pas toujours lisibles. Mais on a déjà quelques informations. Alors, je voulais également vous montrer... donc, on parle toujours de mise en page. Là, vous avez en fait le Sefer Mitzvot Katan et les mitzvot, les préceptes négatifs. Chez l'eau, de ne pas. Chez l'eau, de ne pas. Et vous voyez que la disposition est élégante. Il y a une vraie recherche dans la façon de présenter les choses. C'est ici que je vais grossir. Je voulais vous montrer comment... alors, tout d'abord, on va regarder ce mot qui revient en début de ligne chaque fois. C'est le tétragramme, c'est le nom de Dieu, qu'on écrivait, Adonai, que l'on écrivait sous forme de 3 yod. D'accord ? 1, 2, 3. Ce qui était d'ailleurs très décoratif. Et donc, dans cette page, on a
de nouveau un poème liturgique qui commence par le tétragramme et qui chaque vers commence par le tétragramme. Vous avez ici, alors je vais vous la mettre en plus petit. Ce sont les prières, ce sont les bénédictions du matin que vous avez ici. Baruch Ata Hashem Elokeinu, etc. Et il y a une particularité, je vais vous montrer. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy, qui ne m'a pas fait non-juif. Et en fait, ça a été censuré. Vous voyez qu'ils l'ont effacé, ils l'ont gratté. Ben, pour ne pas... Parce qu'au moment où il y a eu énormément de polémiques, et c'était vrai également en Italie au XVIe siècle, on vérifiait les ouvrages, il y avait des censeurs qui vérifiaient les ouvrages et qui effaçaient, grattaient, biffaient, barraient, comme ça. Et là, on ne peut pas savoir qui l'a effacé, qui l'a gratté. Mais en tout cas, ça a été gratté pour des raisons de censure. C'est le cas également, je ne vous le montrerai pas, de la bénédiction qui est dans le Shmoné Esrei, dans les 18 bénédictions, la Hamida, la prière que l'on fait debout. Il y a une bénédiction qui s'appelle Birkat Aminim, hein, la bénédiction des hérétiques. Et elle a été également complètement grattée et on a écrit dessus. Alors une autre bénédiction, c'est-à-dire qu'on a utilisé les mêmes mots, mais on en avait supprimé un certain nombre. Mais on voit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on voit que ça a été gratté et qu'on a écrit dessus. Donc là, vous avez une page avec donc le manuscrit et à nouveau le commentaire qui est tout autour. Alors, ce que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas encore dans cette page, et j'espère que cette fois-ci, ça va s'afficher plus vite, plus rapidement. Voilà. J'ai oublié de vous parler de la ligature. Ici, vous avez un Aleph Lamed qui est ligaturé. Tout à l'heure, je vais vous montrer la page du Shema, et ce sera encore plus évident. Donc, le Aleph et le Lamed qui sont collés ensemble, ça s'appelle une ligature. Donc là, à nouveau, des belles pages où vous avez une symétrie. Il n'y a qu'une ligne de commentaire tout en haut et des décorations qui se répondent. Alors, là, donc c'est à nouveau donc le fameux piyut, poème liturgique, avec le nom de Dieu, le tétragramme, au début et à la fin. Alors, bien évidemment, il y a des mots qui sont écrits dans un module plus grand, mais c'est pour permettre à la personne qui utilise l'ouvrage de se repérer rapidement. Et bien sûr, ça a un effet décoratif, mais ça lui permet également de se repérer plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Marzor? Rapidement, on a le contenu. Donc, la première partie, c'est quelque chose d'un petit peu spécial que Colette Sirat avait qualifié de lecture pieuse, qui a été identifié par la suite comme étant le Seder HaMaharacha et qui est attribué à Élie ben Menachem du Mans. On est toujours en France du Nord. C'est une compilation qui contient la description du service de l'encens dans le temple, qui est
basés sur des formules tirées du Talmud. Il y a également des versets tirés de Beréchit, de la Genèse, des psaumes, des prophètes, qui sont répartis selon les jours de la semaine. C'est-à-dire qu'on ne disait pas la même chose le lundi, le mardi, le dimanche, etc. Et également, il y a donc le fameux livre des préceptes, le petit livre des préceptes de Isaac de Corbeil, dont je vous ai parlé précédemment. Dans ce manuscrit, on a ensuite la liturgie des jours de la semaine, les prières quotidiennes, les prières du Shabbat, la nouvelle lune et également les prières, les ajouts pour les fêtes de pèlerinage. Les dinim, toutes les lois qui sont énoncées dans ce manuscrit proviennent pour la plupart du petit livre des préceptes, mais également d'un deuxième ouvrage qui s'appelle Sefer Apardes et qui émane également de l'école de Rashi. Dans la marge, les commentaires des prières sont attribués à Rabbi Samuel ben Rabbi Samson, qui est peut-être le fils de Samson, Rabbi Samson de Sens, qui est connu pour avoir été un tosafiste. Le tosafiste, c'est ceux qui ont écrit les surcommentaires, enfin les commentaires sur le commentaire de Rashi sur le Talmud. Je vais vous montrer maintenant la page du chemin, qui est assez impressionnante parce que là, vous n'avez pas de colonne, vous allez avoir un texte central et énormément de commentaires. Vous avez des commentaires avant le chemin, vous avez des commentaires tout autour du chemin. Vous voyez la ligature pour le mot « El ». El Melech Neeman, donc cette ligature très très grande que l'on retrouve par la suite. Alors comment nos copistes faisaient-ils pour justifier leur ligne? Là, vous avez une lettre supplémentaire. Là, vous avez une lettre brisée. Mais vous pouvez avoir également des lettres adventices qui annoncent le mot suivant. C'est le cas ici. Et tout ça nous permettait, pas nous, permettait au copiste de justifier son texte et de présenter un manuscrit élégant, un beau manuscrit. Alors, il arrive aussi parfois qu'il essaye de rétrécir les lettres, et c'est le cas ici. Il a rétréci les dernières lettres parce qu'il voulait quand même écrire le mot, et voilà. Il s'était déjà beaucoup, il avait fait déjà beaucoup d'efforts et il voulait l'écrire. Alors, qu'y a-t-il aussi, à part les commentaires donc, de Samuel ben Rabbi Samson, il y a des mots en français. Alors, pour ça, je vais quand même retourner à mon PowerPoint. Des mots de français en caractère hébreu. Pardon, je ne vais pas faire ça parce que je vais perdre tout mon travail. Donc, on a ici non. Nun, vav, nun. Non, amenuer. Ne pas apporter. Alors, ne pas faire venir. C'est la traduction de l'oteuné. Et on a pour le mot suivant l'otigof, de nouveau ici, non, que je n'ai pas entouré, mais je vais récupérer, je vais vous l'entourer. Voilà. Non, adouler. Ne pas faire du mal, douler, douleur. D'accord? Donc, on a ces fameux léazim, ces mots français en caractères hébreux, qui sont également là dans le commentaire, mais c'est normal, parce que parfois, quand ils n'arrivaient pas à expliquer un mot, et quand ils avaient du mal à trouver les mots en hébreu pour l'expliquer, on donnait le mot en français. De toute façon, quand on étudiait, la leçon avait lieu en français. C'est juste quand on décidait à la fin du cours de faire un texte, de rédiger la leçon, alors on la mettait en hébreu. Mais il restait des mots en français quand on n'arrivait pas à trouver le mot en hébreu. Et donc là, vous avez également des mots en français. Il y a maintenant
une autre... voilà. Alors, je sors. Je le tiens pour que vous voyez la page. Donc, sur cette page, on a le psaume 119. Le psaume 119, c'est un psaume particulier parce qu'il est écrit dans l'ordre alphabétique et chaque lettre est l'initiale de 8 versets. Donc, le poème est assez long, 22 fois 8, je vous laisse compter. Et vous voyez que dans les marges, on a des petites gloses, des petites remarques. Et alors, j'ai découvert que c'était des conseils apotropaïques, c'est-à-dire pour conjurer le mauvais sort, les mauvaises pensées. Et par exemple, là, vous avez, oh, c'est très drôle, le shirchora, en cas d'oubli, peut-être perte de mémoire ou quand on a oublié quelque chose. Echol, mange, zingvil, du gingembre, bemelach avec du sel, vecharoul et des épines. Ve'im bikashta leitanot, et si tu as désiré jeûner, ve'itkablu niotecha, et afin que tes jeûnes soient acceptés, est mort, dit, shalosh pamim, 3 fois, baboker uva erev, matin et soir, tov asita im avdecha, tu as fait du bien à ton serviteur. Alors, les autres, je ne vais pas vous les traduire, mais c'est assez amusant. Voilà. Mais ça nous permet de rentrer dans la vie quotidienne des Juifs au XIe siècle. Alors, maintenant, il est possible que ces notes aient été ajoutées par le copiste du XIIIe. Je ne m'avance pas trop là. D'accord ? Donc, voilà. Alors, en me promenant donc dans le manuscrit, j'ai aussi trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est un nom qui est décoré. Alors, 128. Je ne l'ai pas. Ah, je me suis trompée. C'est 122. Oui, non, mais c'est 122 versos, c'est la suivante. Voilà. C'est là. Donc, ici, vous avez le commentateur cite Rabbi Yechiel, qui est probablement Rabbi Yechiel de Paris. Ve à Rabbi Yechiel, Nucho Eden, que son âme repose en paix, ça veut dire qu'il était décédé. Et on sait qu'il est parti en Eretz Israël et qu'il est mort là-bas. Et le copiste a décoré Yechiel. Alors, il faut savoir que c'est souvent un moyen que les copistes utilisent pour signaler leur prénom, leur nom. Donc, notre copiste s'appelait peut-être Yechiel. On n'en sait pas plus. Mais il s'appelait peut-être Yechiel. Il faudrait qu'en fait, je parcours tout le manuscrit page à page pour voir s'il n'y a pas d'autre Yechiel qui est décoré. Et pourquoi est-ce qu'il l'a décoré ici ? Parce que tout simplement, c'est le premier mot de la ligne et il avait la place pour le décorer. Il n'aurait pas pu le faire ailleurs. Il aurait pu le faire peut-être à la première ligne, mais pas ailleurs. Il faut que ce soit le premier mot de la ligne. Donc, on a peut-être le nom du copiste. Et ensuite, on a les pages qui sont les plus belles, avec des dessins à l'encre qui... Alors, je vais... 73. Voilà. Qui sont des hybrides anthropocéphales avec des têtes d'hommes pour certains. Ils ont l'air de parler, de manger. Et il faut voir, là vous avez ce qu'on appelle une manucule et elle indique Ashré. Alors, c'est assez intéressant parce que la prière qui a été copiée là, c'est la prière de Yehovod qui se termine voilà, qui se termine ici.
Et le copiste, alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié dans d'autres Marzor Vitry, le copiste a ajouté 5 versets de Hachré avant les Hachré qui débutent la prière suivante, Hachré Yoshvé Vetecha. Et il a écrit cette prière en petit, enfin les 3 premiers versets en petit, et il commence avec Tehila. En revanche, les autres, les 5 autres, ont été ajoutés et ne figurent pas dans le livre de prière contemporain. On va regarder donc la page suivante. Je crois que je suis allée trop vite. Non, c'était bon, oui. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit, parce que là, c'est un homme. Hein. On voit que c'est un humain, en tout cas. Je me dépêche. C'est un humain, et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est écrit dedans, c'est Torah mais Aleph ad Tav, la Torah du Aleph jusqu'au Tav. Et le dernier, donc, la dernière page que je voulais vous montrer, c'est une page avec des oiseaux, mais parce que tout simplement, on évoque les oiseaux. Et donc, il a dessiné des oiseaux. Alors, donc, j'en ai fini là. Vous avez vu que c'est un manuscrit qui est absolument magnifique. Et j'espère que vous avez un petit peu pu profiter, sans le toucher, mais avec les yeux, de la beauté de ce manuscrit. Voilà. Moi, je passe le micro. On va pouvoir prendre quelques questions. Oui, non, mais ça sera... je me demandais simplement s'il y a des moyens de voir en ligne d'autres manuscrits du Vitry. Est-ce qu'il y a des liens oui. Alors, le Marzor Vitry, il y a un Marzor Vitry qui est conservé à la bibliothèque palatine de Parme, et celui-là est en ligne. Et pour y accéder, merci beaucoup. Par le site de la Bibliothèque nationale d'Israël. En fait, les manuscrits d'Hébreux de Parme, qui sont très nombreux, ont été numérisés grâce à une fondation, et c'est la Bibliothèque nationale d'Israël qui s'en est chargée parce que, en fait, il n'y avait pas de bibliothécaire qui pouvait être responsable des manuscrits hébreux à Parme. J'ai oublié. Je m'excuse. Donc, c'est la Bibliothèque nationale d'Israël qui a numérisé avec une fondation donc les manuscrits de Parme, et ils sont tous en ligne via la Bibliothèque nationale d'Israël. Alors, il y a également celui qui est au GTS à New York, qui est visible en ligne. Il y en a plusieurs, hein, mais il faut que les sites fonctionnent bien pour y avoir accès. Bonsoir, merci beaucoup. La question de la censure, là, ces mots qui ont été censurés, vous pensez que c'est des autorités juives qui les ont censurés pour protéger la communauté, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt du coup des autorités locales qui ont fait Alors là, ça a été gratté. Comme ça a été gratté, c'est probablement des gens de la communauté qui ont décidé de le gratter et de réécrire dessus. Alors, je ne vous ai pas montré le cas de Birkat Aminim, donc cette bénédiction qui a été presque entièrement grattée et réécrite. C'est clairement quelqu'un de la communauté, et pour protéger, parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir censure, et on ne savait jamais ce qui allait se passer. Est-ce que les livres allaient être confisqués? Est-ce que les lignes allaient être biffées juste pour faire disparaître ces mots-là? On ne le savait pas, et donc on préférait éventuellement donc anticiper la chose. Très souvent, je crois que c'était des Juifs qui étaient convertis au christianisme qu'on appelait pour faire ce genre de... Bien sûr, bien sûr. Les censeurs étaient des Juifs convertis. Il y a un livre dont l'Alliance possédait un manuscrit, je ne sais pas si on l'a retrouvé, qui s'appelait Sefer HaZikouk, le livre de la censure, qui veut dire en fait le livre du nettoyage.
qui était le livre de la censure, qui a été écrit par un certain Hierosolymitano, qui n'est autre qu'un juif converti, qui a pris ce nom-là par la suite. Voilà, et qui a été un grand censeur à la fin du XVIe siècle, 1590-1605 à peu près. Et juste une autre petite question. Ce Marzor, s'il compile des lois, d'une certaine manière, il anticipe le Shulchan Aruch, du coup? Ah, mais alors, il faut savoir qu'il existait des livres de halacha. Le Sefer Mitzvot Gadol, dont je vous ai parlé... alors, j'ai parlé du Sefer Mitzvot Katan, de Isaac de Corbeil, mais le petit livre des préceptes. Mais le petit livre des préceptes a été précédé par le grand livre des préceptes, le Sefer Mitzvot Gadol, de Moïse de Coucy. Et donc, il y avait des livres de préceptes. Mais c'est quelque chose que l'on a vu naître au Moyen-Âge. Et puis, un beau jour, il y a eu des autorités qui ont dit, bon, ben, il faut qu'on fixe la loi, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch a été écrit. Oui, du fait de ces interventions de censure, on peut supposer qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est très ponctuel, c'est très local. Du coup, chaque manuscrit est différent. Chaque copie est différente. Les censures ne sont pas forcément les mêmes d'un manuscrit à l'autre. Oui, ben, évidemment. Mais alors, en fait, vous évoquez deux choses. Les censures. Tous les manuscrits, tous les textes n'ont pas été censurés de la même façon. Les mêmes textes n'ont pas été censurés de la même façon, ça c'est évident. Maintenant, vous me permettez de rajouter quelque chose, c'est que les Marzor, les différents manuscrits du Marzor Vitry ne sont pas identiques. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait peut-être ce que plus tard on appelait le petit Marzor Vitry, qui était le squelette du Marzor Vitry, qui a été diffusé, je vous l'ai dit, très rapidement dans de nombreuses communautés. Et ensuite, il y a eu des ajouts par les différents érudits des communautés, les copistes. Et donc, on se retrouve avec un genre littéraire qu'on peut appeler Marzor Vitry, mais des copies qui diffèrent les unes des autres. Et notamment, ce Marzor Vitry comporte donc des extraits du petit livre des préceptes, j'en reviens toujours là, et il est le seul à en avoir. Mais de toute façon, je vous ai dit qu'il y avait un Marzor Vitry qui datait de 1154. Il ne peut pas avoir d'extrait d'extrait du SMAC qui a été terminé en 1277. Non, impossible. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un à qui je peux donner le micro? Monsieur. Jean-François. Monsieur, et ensuite Monsieur Gutmann, et ensuite on clôturera la soirée. Vous avez dit que ce Marzor, en fait, a probablement appartenait à quelqu'un qui habitait Venise. Est-ce qu'en Italie, justement, mettons à Vérone, dans différentes bibliothèques, on a trouvé d'autres Marzor Vitry? Parce que si jamais il était à Venise, est-ce qu'il y en avait peut-être d'autres à Venise également? Alors, ce dont on est sûr, c'est que beaucoup de Juifs qui ont été expulsés, qui habitaient plutôt vers l'est de la France, disons le centre-est de la France, sont partis vers l'Italie après l'expulsion. On a trouvé d'autres ouvrages dont on peut tracer le devenir. Mais certains Juifs sont partis vers l'Allemagne, vers l'Est, et ceux-là ont aussi emporté leur Marzor Vitry s'ils en avaient un. Donc on ne peut pas... beaucoup d'ouvrages ont été retrouvés en Italie, mais on ne connaît pas toujours l'histoire de ces livres. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il a été ensuite fait l'objet d'une impression par les Soncinaux ou par Bomberg ou par le Marzor Vitry, oui. Non. D'accord. Il y a une édition qui est tardive, qui date du 19e, mais pas d'édition. Voilà la dernière question. Oui, au-delà du Marzor Vitry, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres trésors pareils dans la collection de l'Alliance? Ah, mais alors cette question ne s'adresse pas à moi. Mais nous vous invitons à fréquenter la newsletter et la bibliothèque pour en savoir un peu plus et notamment répondre présent aux prochains événements qui seront organisés.
Madame Kogel, il nous reste à vous remercier. Merci mille fois. Merci pour cette passionnante intervention. Merci à vous tous.